Nous voilà nombreux, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Alors, Gwenaël Hourdin, bonjour. Sur votre gauche, vous venez de la région PACA, vous êtes le S3PI de la région PACA. Vous allez nous parler de l'étang de Berre. Je présente vraiment rapidement. En quelques chiffres, l'étang de Berre, quelles sont les particularités de cette zone de votre région? Oui, il marche, sans bouton. Ok. L'étang de Berre, donc c'est entre la Camargue et Marseille, pour faire rapide. Et en fait, sur l'étang de Berre, il y a 55 sites Seveso seuil haut. Donc nous, on est sur du risque industriel qui peut être soit accidentel, soit chronique. Très bien. À côté de vous, Olivier Rivière, bonjour. Bonjour. Vous représentez le CODIRPA, qui est bien connu, un comité directeur pour la gestion post-accidentelle d'un risque nucléaire. Je rappelle quand même, au cas où vous êtes directeur de l'environnement et des situations d'urgence. Vous allez nous parler de l'engagement des citoyens sous l'angle. Alors, je vais vous présenter en fait tous les travaux qui ont été faits au CODIRPA justement sur ces questions sous l'angle statistique, du risque nucléaire. Voilà, statistique, études. Voilà, exactement, et ça sera le lien avec les présentations qui ont été faites tout à l'heure sur l'information des publics. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Et à côté de vous, bonjour Sébastien Dupré. Vous représentez le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Vous êtes un établissement public où vous êtes directeur en charge des risques de l'eau et du maritime. Vous êtes particulièrement spécialisé par votre carrière, votre expertise sur le maritime, notamment où vous allez... Oui, alors bonjour à tous et à toutes et merci à Alain Cli et à l'ASN de nous avoir invités. Oui, moi je témoignerai un peu finalement de cette question du risque et des territoires. C'est l'ADN du CEREMA d'accompagner les territoires, surtout depuis que le CEREMA est un établissement à la fois de l'État et des collectivités. On aura bientôt 1000 collectivités qui sont adhérentes à notre établissement. Et évidemment, le risque naturel, on reviendra peut-être sur les défauts de ce terme, et évidemment un risque qui est territorialisé, à la fois dans le risque lui-même et aussi dans la perception de ce risque et dans les solutions à y apporter. Vous avez le micro, je vous propose d'être le premier à parler. Juste avant ça, je voulais savoir comment, spontanément, vous réagissez comment aux résultats qu'ont présentés Daniel et Maïté? Alors c'est assez drôle parce que j'ai une diapo qui va vraiment renvoyer vers ce que vous avez présenté, et il y a énormément d'échos entre ce que vous avez pu présenter et ce qui se fait et surtout ce qui évolue dans le domaine des risques naturels. Donc je ne vais pas dire que ce qui se fait dans le domaine des risques naturels est exemplaire, c'est pas l'idée, c'est plutôt de témoigner par des exemples un petit peu décentrés par rapport à ce sur quoi vous avez l'habitude d'apporter peut-être des éléments d'éclairage constructif. Et le premier, c'est peut-être de réagir à ce que vous disiez, madame. Il y a besoin de construire des discours qui sont compris et perçu par les uns et les autres. Je le disais tout à l'heure, le CEREMA, c'est aujourd'hui un établissement public de l'État et des collectivités. Et l'une des premières choses que les collectivités de notre conseil d'administration nous ont demandé, c'est certes de toujours produire des documents très techniques qui font 250 pages, mais aussi des petits fascicules qui sont écrits pour eux et qui tiennent en 6 pages avec 6 pages, 6 chiffres et des choses extrêmement synthétiques et qui n'ont pas finalement pour objectif d'apporter des réponses détaillé sur le comment on fait dans telle ou telle situation, mais sensibiliser au fait qu'il y a une question à traiter et donc ensuite, le cas échéant, mobiliser ses équipes, mobiliser des associations, mobiliser des entreprises pour y répondre. Alors, j'ai 3 diapos, peut-être d'abord pour poser peut-être le paysage de ce que sont les risques naturels en France. D'abord, risque naturel, on parle de phénomènes naturels qui sont extrêmement variés. On parle de risques hydrauliques, de risques géologiques, de risques telluriques ou de risques climatiques, de plus en plus météo-climatiques. Mais en fait, le risque, il n'a absolument rien de naturel. Ce qui est naturel, c'est le phénomène. Le risque, il est extrêmement lié à la manière dont on habite, dont on utilise le territoire. Et voilà, on a un risque finalement là où les phénomènes naturels croisent des grands équipements, croisent des populations. Alors la France est particulièrement concernée par les risques naturels. Je vois que j'avais mis des belles couleurs, elles ont disparu sur le PDF, mais c'est pas grave. La France est particulièrement concernée parce qu'on a 2 tiers des communes en fait, françaises qui sont touchées par un ou plusieurs risques naturels. Ceux que j'ai cités. Et bon, je témoignerai un peu finalement au travers d'exemples un peu concrets, au travers des problèmes liés à l'eau, les inondations, les submersions. D'abord parce que c'est le risque qui touche le plus d'habitants en France métropolitaine, dans l'Hexagone. Il y a un peu moins de 20 millions de personnes qui sont
concernés et à peu près un tiers des emplois, en fait, de l'Hexagone et des territoires d'outre-mer qui sont concernés. Et en vous disant ça, là aussi, il y a un écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous allez peut-être me dire d'abord, j'ai plutôt un profil d'ingénieur, donc je vous ai mis des chiffres et des cartes. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, c'est la manière dont j'appréhende les choses. Et dans les chiffres que je vous présente, finalement, vous le voyez, j'espère, il y a un effort de se balader avec différentes unités, en fait, pour communiquer à destination des populations, des élus, dire que le recul du trait de côte à 2100, si on ne fait rien, va toucher 450 000 personnes. Ça peut parler à des habitants. Par contre, on a présenté une étude que je ne développe pas aujourd'hui sur les effets du changement climatique sur le littoral au congrès des notaires la semaine dernière, et leur dire que la valeur vénale des biens qui sont sur l'île littorale et qui sont exposés, ça correspond à 85 milliards d'euros si on ne fait rien, ça leur parle. Parce que c'est une unité de compte, si je peux le dire comme ça, qui leur parle. Alors, il y a un enjeu, une certaine forme de complexité, c'est que les phénomènes, les risques naturels, finalement, vont évoluer de plusieurs manières sous l'effet du changement climatique. Donc, je dirais que à la fois, c'est un élément de complexité, mais c'est aussi une opportunité, puisqu'il y a finalement une mobilisation assez forte face au défi du changement climatique. Donc, c'est à la fois une complexité parce que les risques vont changer, mais c'est aussi une opportunité puisqu'il y a beaucoup de mobilisation autour des conséquences du changement climatique. Et puis alors j'ai présenté une petite carte aussi parce qu'à la fois elle montre que ce risque il est territorialisé, il touche toute la France. Et ce que j'aime bien au travers de cette carte, c'est aussi ses gros défauts. On ne va pas faire un quiz si on voulait interagir, mais il y a plusieurs gros défauts, vous me direz ici. D'abord, c'est qu'on identifie des zones, à peu près 120 zones où les gens sont touchés. Le jaune et le rouge ? Le jaune et le rouge, suivi national renforcé, suivi local, des détails un peu techniques si je peux le dire, mais en tout cas des territoires particulièrement suivis. Vous trouvez Paris, Lyon, Le Havre dans le rouge. Ce que cache cette carte, c'est la réalité territoriale en fait de ce qu'on voit. Évidemment, ces zones qui sont en rouge sur le littoral n'ont rien à voir avec les zones qui sont en rouge le long d'un cours d'eau. Le phénomène lui-même de la submersion marine, il n'a rien à voir avec le phénomène de l'inondation par débordement de cours d'eau. Donc c'est extrêmement territorialisé dans le phénomène et dans la manière d'y réagir. Évidemment, Madame parlera tout à l'heure de la Méditerranée. La submersion marine en Méditerranée, ça n'a rien à voir avec la submersion marine à Xintia où on a des forts coefficients de marée. Donc tout ça pour insister sur le côté extrêmement territorial du phénomène et donc le côté extrêmement territorial finalement des réponses à apporter et de la manière de sensibiliser les uns et les autres. Je pense que voilà, je voulais peut-être apporter. Alors, la carte, si vous permettez, alors cette carte, je l'ai choisie, c'est une carte qui présente uniquement le risque d'inondation. Il y a effectivement des cartographies qui présentent l'ensemble des autres risques naturels que j'ai cités extrêmement rapidement, mais j'ai voulu juste prendre un exemple pour illustrer finalement mon propos sur le fait que le risque il est territorialisé et que d'un endroit à l'autre, quand on parle d'inondation, par exemple, on parle strictement pas de choses qui sont identiques. Alors cette diapo, elle fait assez écho à ce que vous avez présenté. Je voudrais juste, en un mot déjà dire qu'il y a un effort aussi extrêmement important fait dans le monde ou dans l'environnement des risques naturels pour évaluer finalement évaluer la culture du risque. Alors j'ai souhaité indiquer perception, sentiment, conscience, parce qu'il y a quand même des notions qui sont assez différentes derrière cette notion de culture du risque. Peut-être qu'on en débattra avec vous. Vous avez sur la gauche des chiffres qui sont produits par l'Association française de prévention des catastrophes naturelles et technologiques, qui est une association qui regroupe un certain nombre d'acteurs qui œuvrent dans le domaine des risques naturels et plus récemment après le rapport Gourmand aussi sur les risques technologiques. Alors c'est intéressant parce que c'est un lieu d'échange d'expériences et c'est aussi un lieu de coordination finalement des initiatives des uns et des autres. Donc ça c'est un dispositif, il y a une association qui est intéressante et il y a un effort régulier d'évaluer finalement cette culture du risque. Donc vous avez quelques chiffres ici que je peux peut-être rapidement présenter, notamment ce qui font écho un peu à ce que vous avez présenté tout à l'heure. Je crois, plus de 3/4 des Français ne se considèrent pas suffisamment sensibilisés au risque. Les 3/4 ne se considèrent pas suffisamment préparés.
Et puis, pour une part des personnes qui habitent dans des zones qui sont à risque, voilà, on a plus de la moitié qui considèrent être pas suffisamment préparés. Alors, ce qui est intéressant sur ce chiffre-là, donc c'est le chiffre numéro 2, là, la part des populations qui ignorent le risque auquel ils sont exposés. Là aussi, on a un effet de la territorialisation, parce que c'est à peu près un Français sur 2 dans l'Hexagone. Par contre, le ratio monte à 75% dans les Outre-mer. Donc c'est la perception du risque et donc elle-même extrêmement territorialisée. Et puis, dernier chiffre aussi, les risques naturels, on a voilà, un certain nombre de modalités d'intervention. Il y a un sentiment général, à peu près pour la moitié des Français, que finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir gérer la crise. Donc, il y a finalement une sous-estimation de l'intérêt et de ce que peut apporter la prévention. Et on sait, en tout cas dans le domaine des risques naturels, par différentes catastrophes récentes, que le coût de la gestion de la crise est bien plus important que le coût de la prévention, au regard notamment des dégâts que ça cause. Et puis, à côté, je n'ai pas mis la référence, j'aurais dû, vous m'en excuser. C'est une étude faite par le Commissariat général au développement durable qui date de 2023 et qui traite finalement du sentiment d'exposition des populations en moyenne, et puis de la conscience qu'ont ces populations quand elles sont en zone exposée. Donc là aussi, ça fait un peu écho à ce que vous dites. Les chiffres que vous avez présentés font écho, par exemple, au fait que simplement une vingtaine de % des Français se sentent exposés au risque d'inondation. Si vous avez suivi tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 20 millions à peu près de Français qui sont réellement, physiquement exposés au risque d'inondation sur 60 millions. Donc voilà, on a un décalage, on devrait avoir quelque chose de l'ordre du tiers. Voilà, donc, et là aussi, je pense que ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que dans les Outre-mer, les ratios sont extrêmement plus élevés, à la fois sur le risque sismique, sur le risque cyclonique. Et là, finalement, je dirais que finalement, la perception des risques naturels dans les Outre-mer, elle est peut-être un peu plus proche, il me semble, des chiffres qu'on a dans le nucléaire, contrairement aux chiffres du sentiment d'exposition en France hexagonale sur les inondations ou les risques. Alors, dernière diapo. Ce qui me semble plutôt intéressant, je pense que c'était l'objet de cette table ronde, c'est de montrer ou d'expliquer finalement aujourd'hui ce qu'on fait pour améliorer la culture du risque et l'action. Alors je ne reviendrai pas peut-être dans les questions sur tous les dispositifs réglementaires, techniques. Tout à l'heure on a parlé de DICRIM, de PCS. Il y a des dispositifs spécifiques qui existent aussi dans le monde des risques naturels, par exemple la pose de repères de crues ou la conditionnalité de certaines aides, notamment de la mobilisation du fonds Barnier, à ce qu'il y ait des plans d'action qui intègrent de la culture du risque pour pouvoir bénéficier du soutien de l'État. C'est finalement des choses qui sont assez habituelles et assez connues. Ce sur quoi moi je voulais plutôt témoigner, c'était un petit peu de mouvement que l'on ressent au sein du CEREMA sur la manière dont on aborde à la fois la question d'avoir conscience qu'on habite dans un environnement à risque et avoir un réflexe de prévention et d'action. Et voilà, le CEREMA est particulièrement impliqué sur ces questions-là. Il n'est pas le seul dans les établissements opérateurs de l'État. Mais voilà, par rapport à ce petit document que j'avais mis en couverture, je vous ai fait un petit extrait finalement des leviers d'action. Et je voudrais simplement commenter ceux qui sont dans les pastilles, en fait. Peut-être pour développer ça. Alors, il y a un peu deux dimensions. Il y a sur qui on agit, quelles sont les cibles, et puis ensuite comment on s'y prend. Et s'il y a deux questions, c'est bien parce que les leviers dépendent évidemment des cibles. Vous l'avez dit, madame, tout à l'heure, on ne va pas s'adresser de la même façon à un citoyen ou à un président de conseil départemental, par exemple. Alors, le premier sujet, c'est vraiment de placer les différents individus au cœur de la démarche. Et quand on dit les individus, c'est dans leur fonction propre et dans la manière dont ils expérimentent, ils vivent le risque. Et évidemment, l'action en termes de communication, elle touche les populations, mais elle touche aussi les décideurs. Elle doit toucher les décideurs publics, les décideurs élus et aussi les décideurs notamment du monde de l'entreprise. D'ailleurs insuffisamment ciblés à notre goût d'une manière générale dans les actions de prévention et de sensibilisation aux risques naturels. Et évidemment aussi tout le monde associatif
Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par quelqu'un dans la salle, à la fois comme un vecteur et comme un levier pour communiquer de l'information, mais aussi pour formater les messages, trouver le bon champ lexical, les bons exemples pour échanger. Évidemment, les associations sont extrêmement bien placées pour le comprendre. On pourra tout à l'heure dans la discussion, on a fait un partenariat de recherche avec des associations et l'Angleterre. Et dans ce monde britannique, dans cette culture britannique, il y a un rôle extrêmement actif, par exemple, des associations de population, et c'est des leviers, par exemple, extrêmement intéressants, à la fois pour construire les messages et pour sensibiliser les populations. Le deuxième point, c'est d'adopter une nouvelle vision du territoire. Je l'ai dit, le risque naturel, il est extrêmement lié finalement à la manière dont on habite les territoires. Et finalement, le risque, c'est pas quelque chose qui vient se rajouter. En plus, sur le territoire, c'est une composante naturelle des territoires. Cette composante, les cours d'eau, ça a été considéré comme une richesse. Les ports se sont installés le long du littoral. Donc c'est aussi une richesse, mais cette richesse est là des parties un petit peu négatives. Et c'est extrêmement important de ne pas considérer que le risque est quelque chose de séparé, mais que c'est constitutif du territoire. Et notre enjeu aujourd'hui, surtout dans le contexte du changement climatique, c'est peut-être de voir comment on vit différemment sur le territoire, et pas qu'avec les risques. Et donc c'est aussi un mouvement extrêmement profond, en particulier sur les territoires littoraux. On pourra y revenir tout à l'heure, enfin je citerai un exemple. Le point que je voudrais peut-être développer, c'est aussi de s'inspirer des belles réussites et valoriser les expériences. Alors évidemment, le sujet de la communication, de la présentation des risques naturels majeurs, enfin du risque majeur est toujours quelque chose qui est difficile à aborder, qui peut toucher les gens voilà, de manière assez intime. Mais il y a des belles expériences et c'est aussi important de les mentionner. Alors je voulais prendre un exemple, puisque c'est un exemple local, c'est la reconstruction d'un quartier à Romorantin qui a beaucoup mobilisé notamment un architecte qui s'appelle Éric Daniel Lacombe. Et il y a eu vraiment une relation au territoire et au risque qui a permis, lors des premiers événements plus intenses et crus, de communiquer positivement sur une manière différente d'habiter. C'est le premier sujet. Et puis, on est aussi là en Ile-de-France. Le préfet Carenco, il y a quelques années, avait décidé de remettre un prix de la culture du risque. Et il avait volontairement choisi 3 catégories de cibles. Les populations, donc au travers d'associations. Une cible qui était celle des acteurs économiques. Et c'était extrêmement intéressant. Et on avait eu à l'époque la RATP, EDF, des gestionnaires de réseau qui s'étaient mobilisés. Et puis la troisième catégorie, je l'oublie, mais c'était la catégorie artistique. Et ce qui me permet peut-être de faire un lien sur les leviers. Je suis trop long, c'est ça ? Ah ouais, j'aimerais bien en parler dans les questions-réponses après. Questions-réponses ? Ouais. Voilà. Donc je vous développerai ça tout à l'heure dans les questions-réponses. Peut-être juste une chose, si vous me l'accordez. Vous voulez un petit levier ? Vous voulez dire un petit levier ? Juste un petit levier. Allez, un petit levier. J'ai déjà un peu touché les leviers. Non, c'est celui que je dirais, c'est peut-être l'exemple qui a été finalement déployé suite à une intervention de Serge Tisseron, je pense qu'il est bien connu ici, sur la manière de penser, donc un psychologue qui a beaucoup travaillé dans le domaine des risques. J'ai donné un nom d'architecte et un nom de psychologue, donc je pense que j'ai fait le tour maintenant, mais c'est par exemple d'essayer de raconter une histoire, d'aller sur un terrain qui est le terrain du ressenti, du sensible, et pour les risques naturels, dépasser le champ de la connaissance. On sait qu'il y a un risque, et aller sur quelque chose qui est, on croit que ça peut arriver et on croit qu'on peut agir. Et la manière qu'il avait proposé de faire évoluer, par exemple, des requins de crue, c'est simplement de raconter une histoire qui est réelle ou qui est une histoire qui est fictive. Tout à l'heure dans les questions, je pourrais peut-être parler de ce qu'on est en train de faire. On va rentrer dans le détail de de ce levier, comme vous l'appelez, parce que c'est vraiment hyper intéressant, mais il faut comprendre la mécanique et comment on pourrait l'appliquer, essayer d'imaginer est-ce qu'on pourrait et comment l'appliquer au nucléaire. Oui, alors ce qui est important, et c'est ce qu'il expliquait, ce qu'on est en train de faire en ce moment même sur la commune du Pouliguen avec des élus locaux sur le recul du trait de côte. Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, suite à un partenariat avec l'association des élus du littoral, c'est finalement d'aller non pas sur le champ forcément de ce qui est vécu pendant la crise,
mais aussi par exemple de ce qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, voilà le littoral. Donc il y a une artiste en ce moment qui s'appelle Marie Delhôte qui travaille avec des élus du littoral. Elle raconte l'histoire d'une petite fille qui retrouve des photos de ce qui se passait sur le littoral avant qu'il ait disparu à tel endroit. Donc renvoyer un lien finalement à des histoires réelles ou des histoires passées pour permettre aux gens de s'attacher, voilà, personnellement, et de comprendre dans leur vie intime ce que cela peut représenter. Ok. Je poursuivrai tout à l'heure. Mais oui, il y aura du temps. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut regarder le dessin de Frédéric, qui ne se doute pas du tout que je vais le solliciter. On fait un peu d'air avec du dessin. Est-ce que voilà, le plan est en train de bosser? Frédéric, comment on travaille quand on est facilitateur graphique? Eh bien justement, mon travail, c'est de raconter des histoires. J'aime bien ce terme-là. C'est comment oui, pardon, je me mets en lumière. C'est comment, à partir de beaucoup d'informations, on se dit tiens, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière, et elle vient aussi. Et je rebondis sur les derniers mots qui ont été dits, effectivement, sur l'émotion, le sensible, c'est-à-dire, moi, je vais un peu dans ce champ-là aussi. Et puis, ça raconte l'histoire au fur et à mesure. Alors là, je ne sais pas du tout où va l'histoire, donc. J'essaie pour l'instant de construire le dessin. Ouais, tout à fait. Voilà, j'y reviendrai de temps en temps. Lui, il n'y aura pas de pause goûter après pour le regarder, donc il faudra vous approcher pour le photographier. Gwenaëlle. Alors, je vais redistribuer les verres d'eau avant de vous passer la parole, Gwenaëlle. Donc ça, c'était à vous, Sébastien. Les verres d'eau ici sont à disposition. Hein, vous servez, ils sont à vous. Gwenaëlle, donc, vous allez nous présenter le dispositif Réponse que vous avez mis en place, Réponse au pluriel avec et pour les habitants du pourtour de l'étang de Berre. En quoi il consiste? Alors déjà, je vais faire une petite parenthèse pour présenter le SPI, parce que donc, le SPI PACA, c'est une instance qui existe depuis plus de 50 ans, qui est le premier SPI de France. Et peut-être certains d'entre vous connaissent les SPI, mais nous, en PACA, on est un petit peu particulier, parce qu'on a fait notre crise de la quarantaine, on va dire, et on est devenu purement associatif. Autant les autres SPI sont portés parfois par l'État, enfin tout le temps par l'État. Or, nous, on n'est pas du tout État. L'État est un des collèges, comme les 4 autres, qui sont collectivités, associations, représentants des salariés et industriels. Donc voilà, donc on est une association avec une gouvernance partagée à 5. C'est important parce que ça va arriver après. Comme quoi, vous posez vos jalons. Voilà, c'est ça. Donc le dispositif Réponse. En fait, le dispositif Réponse, en une phrase, c'est simple. C'est répondre aux attentes et aux préoccupations des habitants du territoire de l'étang de Berre sur la pollution de l'air par des actions concrètes. Et ça, comment on le fait? De façon très schématique. Je ne vous détaille pas toute la mécanique, mais de façon très schématique, ce n'est pas compliqué. On va voir les citoyens dans des marchés, dans des événements, dans des stands, dans des centres commerciaux, etc., etc. Et on leur demande quelles sont leurs attentes et leurs préoccupations par rapport à la pollution de l'air. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'étang de Berre, c'est 50 sites Céveso, 35 seuils hauts, et une vraie problématique de pollution de l'air depuis des années, des décennies même, je dirais. Et donc en fait, quand on va voir les citoyens pour leur demander quelles sont leurs attentes sur la pollution de l'air, ils ont toujours quelque chose à nous dire. Et donc nous, on prend tout ça, et là, c'est le premier engagement. Le premier engagement, c'est vraiment de garder absolument toute la parole des citoyens. On ne met rien sous le tapis sous prétexte que cette demande, cette préoccupation, elle nous dérange. Donc on recueille leurs préoccupations, et ça va être par exemple réduire les émissions industrielles. Évidemment. Ça va être aussi améliorer, par exemple, la prise en charge des pathologies du risque ou du risque lié à la santé-environnement. Ça va être aussi, typiquement, avoir plus de communication. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et donc tout ça, on prend, on garde et on transmet tout ça à nos acteurs qui sont dans notre association, à tous les acteurs du territoire, que ce soit collectivités, État, industriels, représentants des salariés ou associations. Et dans ces acteurs, il y a toujours quelqu'un qui est en capacité d'agir. Il y a forcément quelqu'un qui a les leviers d'action pour répondre à cette attente. Je vous prends l'exemple de réduire les émissions industrielles. L'État est en capacité de mettre en place un arrêté préfectoral, ce qu'il a fait. Donc,
ça, c'est le deuxième engagement. Il y a un engagement très fort de l'ensemble des acteurs du territoire de l'étang de Berre pour dire on répond à chacune des attentes exprimées par les citoyens sur la pollution de l'air. Et ensuite, deuxième audace folle, c'est qu'après, on va voir les citoyens et on leur demande est-ce que cette réponse vous paraît pertinente, répond à ce que vous demandiez. Et on met tout ça en ligne, on trace tout ça en ligne avec des systèmes de coche, un peu à la Google. Avec et des après, systèmes de coche. De coche, ok. Vous savez, on note avec les étoiles. Hein Et enfin, dernier temps, un temps fort aussi en concertation auquel on est particulièrement attaché, c'est rendre des comptes. Et là, on a abouti à ce que vous disiez, madame, en fait, hein, Maïté, c'est le fait de rendre des comptes alors, de l'information, de la communication. On le fait de multiples façons, parce que chacun a son vecteur privilégié. Un tel préférera le présentiel, un tel le papier, l'autre les réseaux sociaux, et les vidéos, YouTube, etc. etc. Donc, les webinaires, les Facebook, machin, enfin YouTube, pardon. On fait aussi des médiathèques cette année, voilà. Et chaque année, on essaye d'améliorer comme ça nos vecteurs de communication pour balayer de plus en plus large et toucher des publics qu'on n'a pas l'habitude. Et alors, de cette façon-là, on a embarqué la population dans cette dynamique-là de lutte contre la pollution de l'air. Et un point qui est maintenant important pour moi et que je voulais vous développer, c'est que ce dispositif, on le mène comme ça depuis 5 ans. Ça fait donc 5 cycles que l'on fait avec ces 3 étapes. Écouter les citoyens, leur faire évaluer les actions qui sont mises en place et leur rendre des comptes. Et depuis 5 ans, en fait, on mesure la confiance dans le dispositif. C'est-à-dire qu'on demande aux gens à quel niveau ils ont confiance dans le dispositif. Et depuis 5 ans, en fait, les résultats ils s'échelonnent entre 75 et 82% de confiance dans le dispositif. Pourquoi ? Parce que c'est collégial, comme un peu sur le CLI. Parce que c'est aussi territorial, et ça c'est un point vraiment très important, on est au plus près du terrain, on répond à leurs attentes, on est en lien avec le terrain. Parce qu'il y a aussi une incarnation, en fait. Hein, on met très très régulièrement les acteurs en présence des citoyens et on leur fait s'écouter quelque part. Et ne serait-ce qu'incarner l'État par quelqu'un et non plus la grosse boîte noire indescriptible, ça donne beaucoup de force au discours. Alors, les autres points importants pour créer cette confiance, c'est d'avoir des résultats concrets. Et ça, c'est quelque chose auquel on est particulièrement attaché. Donc, on a une plateforme Internet où toutes les actions qui ont été mises en place, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais au total, on a recueilli 150 attentes et préoccupations des citoyens contre la pollution de l'air. Et on a mis en place à peu près 228 actions et réponses. Et ça, c'est chacun des acteurs qui a mis ça. Nous, on fait juste la petite main, en fait. Hein. Vous avez bien compris, c'est l'État qui va prendre sa part, la collectivité qui va prendre sa part, etc. Mais par contre, nous, ce à quoi on s'attache, c'est qu'il y ait des résultats concrets et que l'on puisse se rendre compte des actions mises en place et de leurs avancées. Donc, pour chacune des actions, on a une fiche sur le site Internet Dispositif Réponse où l'on voit comment avance cette action, quelles ont été les difficultés, quels sont les indicateurs qu'ils ont mis. On a des plannings et des chiffrages. Et ça, c'est vachement important pour créer cette confiance. Et voilà, donc je le disais, donc pour créer la confiance, enfin faire germer la confiance, hein, parce qu'on est bien d'accord que c'est jamais acquis, mais c'est donc le territoire, c'est la gouvernance partagée, c'est le rendre des comptes et c'est les résultats concrets. Voilà, c'est vraiment les points importants. Alors, en termes de résultats obtenus, donc j'ai parlé un peu de cette confiance. Évidemment, il y a aussi des effets sur la pollution de l'air et ils sont visibles. On a gagné 1,5 point sur 6,5. On a gagné 1,5 point d'amélioration de la qualité de l'air. C'est très important. On voit aussi que, par exemple, les industriels sur le pourtour de l'étang de Berre ont réduit de 24% des émissions composés organiques volatiles, qui sont composés avec un intérêt sanitaire prioritaire et grâce à une réglementation qui n'existe que sur le pourtour de l'étang de Berre, qui va plus loin que ce que l'on fait partout en France. Parce qu'il y a une logique particulière sur ce territoire qui est très dense en termes industriels. Et enfin, dernier point que je voulais juste vous dire, c'est qu'on a eu effectivement aussi plusieurs trophées de la concertation, etc. Et on a été dans la dernière sélection finale
pour participer au forum de haut niveau sur le développement durable qui était organisé par l'ONU à New York. Bon, on n'a pas été sélectionné, mais c'est quand même un succès d'estime pour nous. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, point dernier, ultime, très 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 important, c'est que je voulais remercier l'Ancli en fait de l'invitation aujourd'hui, parce que je pense qu'on fait un peu tous des métiers qui se rapprochent ou qui sont assez proches, et d'avoir ces passerelles entre structures comme l'Ancli, l'ESPI, etc., c'est bénéfique pour tout le monde. Donc merci encore de favoriser ces échanges entre les uns et les autres. Merci Gwenaëlle. Olivier, au Codirpa de la SN, vous réfléchissez toute l'année, vous organisez la concertation sur la consultation plutôt. Que fait-on en cas d'accident nucléaire ? Et vous éditez chaque année un rapport. Que nous dit le rapport 2024 ? Je crois que c'est ce que vous allez nous présenter. Alors, dans le domaine du nucléaire, par rapport à ce qui vient d'être dit, on a cette chance d'avoir cette communauté d'acteurs qu'est le Codirpa, qui est une communauté pluraliste de différentes parties prenantes dans le domaine du nucléaire, qui réfléchit sur différentes questions. Et parmi ces questions-là, il y a la culture du risque dans le domaine du nucléaire. Donc c'est un sujet dont le Codirpa s'est emparé, notamment suite à l'accident de Lubrizol, où le gouvernement avait demandé à la mission courant de faire un rapport sur la culture du risque dans le domaine industriel et dans le domaine des risques naturels. Donc c'est le rapport courant dont on a déjà pu parler à l'occasion de précédentes conférences des CLI. Donc on s'est posé la question de savoir ce qu'il en était dans le domaine du nucléaire. Et c'est ce qui a donné lieu à un groupe de travail qui a publié en mars dernier la version finale de son rapport que vous trouverez sur le site de l'ASN et du Codirpa. Alors, sans surprise, le constat est un peu analogue à celui qui est dressé dans le domaine des risques naturels et industriels, à savoir qu'il y a encore du chemin à faire en matière pour renforcer la culture du risque en France et autour des installations nucléaires. Par contre, l'état des lieux, dans ce cadre-là, on a fait un état des lieux de ce qui était fait, notamment autour des installations nucléaires. Et le constat a été qu'on avait un certain nombre d'acteurs extrêmement dynamiques, qu'il y avait un vrai dynamisme. Il y avait beaucoup d'actions qui étaient menées localement, notamment par des élus, par des membres de CLI, par des représentants du monde associatif. Et que malgré ce dynamisme-là, on avait un peu de mal à passer à l'échelle. Donc ça, c'est quelque chose qui a été évoqué précédemment dans les exposés précédents. Alors, ce rapport fait également un certain nombre de recommandations par public. Donc ça, il nous a paru, en travaillant sur le sujet, il nous a paru extrêmement utile de travailler d'avoir une approche par public. Et autant sur certains publics que je qualifierais de captifs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sait trouver, qu'on sait saisir, qui sont les services de l'État, que sont les CLI, que sont les élus locaux. Il était moins difficile d'arriver à des recommandations opérationnelles. Pour en citer une, on a notamment travaillé sur l'élargissement du cercle des participants aux exercices de crise. Donc, on a des exercices de crise nucléaire qui sont organisés par les préfectures. Dans le milieu scolaire, il y a des exercices qui sont aussi les PPMS, qui sont aussi imposés dans les établissements. Et donc ces exercices sont l'occasion de sensibiliser au risque nucléaire. Et également, ça permet aux participants de se faire une représentation du risque. Je crois que c'est M. Héroux tout à l'heure qui parlait de la nécessité d'avoir une représentation concrète du risque nucléaire. Donc les exercices de crise c'est un des axes de progrès qui est identifié dans le rapport. Alors, sans aller dans les détails du rapport, on a plus de difficultés lorsqu'on considère le grand public comme cible. C'est-à-dire comment toucher le grand public. Les conclusions, ce qui a été présenté de l'étude Verian montre que le grand public n'a pas forcément envie d'être informé, ressent pas forcément toujours le besoin d'être informé. Alors, excusez-moi, le grand public, c'est abordé comme ça. C'est une appellation commune. Une cible un petit peu, moins spécifique que les autres, mais c'est le grand public, c'est monsieur et madame tout le monde, que nous sommes sur d'autres sujets que le nucléaire. Et est-ce que justement ce monsieur et madame tout le monde, par souci de généralité, pêche par problème de catégorisation peut-être ? Alors non seulement par problème de catégorisation, mais le retour d'expérience qu'on a de toutes les expériences d'associations
du public qu'on a pu faire dans le cadre du Codirpa. On a fait des panels citoyens, on a fait des panels auprès des entreprises. Donc on a fait tout un certain nombre d'expériences d'associations du public, avec l'appui des CLI notamment. Les conclusions peuvent se résumer en une phrase, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réussi à attirer les gens, le retour sont systématiquement positifs. Par contre, l'affluence peut être très variable, c'est-à-dire qu'une fois, vous pouvez avoir 40, 50 personnes qui participent à un panel, et quelques mois après, ailleurs, sur le même sujet, vous pouvez avoir une demi-douzaine de personnes maximum qui sont présentes. Donc ça illustre bien cette difficulté, et c'est pas tant une question de fond, parce que si on n'était pas pertinent sur le fond, les retours seraient pas bons. Mais c'est vraiment cette difficulté d'attirer les gens, et c'est peut-être un des axes de recommandation du rapport sur lequel je vais me permettre d'insister, qui est de travailler la communication en amont de l'événement. C'est-à-dire qu'on est peut-être technique, on est sur nos sujets, donc on va se concentrer sur le contenu de l'événement. Par contre, si en amont, il a pu être préparé par une communication adaptée, renforcée, M. Delalande a cité tout à l'heure l'exemple de la CLI de Golfech, où il y avait eu une communication assez appuyée, ce qui a permis d'aboutir au succès qui a été présenté tout à l'heure. Alors voilà, par contre, c'est un investissement important, on ne peut pas forcément se le permettre de manière systématique, et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des effets d'aubaine, entre guillemets, à s'associer à des événements qui sont déjà existants. On a parlé des JNR, il y a les fêtes de la science, il y a des événements qui existent déjà, pour lesquels il y a une communication qui est déjà faite en amont. Et donc, il est plus facile de se greffer à ces événements-là que d'organiser tout seul un événement spécifique au nucléaire, parce que malheureusement, on n'a pas le temps ni les moyens d'assurer toute la communication en amont. Et je pense qu'on est peut-être aussi un peu responsable dans le fait qu'on sous-estime l'ampleur de la tâche pour attirer des gens. Je ne sais pas si peut-être m'arrêter là, mais si... Moi, je propose de passer la parole à la salle pour vous interroger. On vous situe beaucoup mieux tous les 5. La session de questions-réponses reprend à la fin de ces présentations, et la table ronde, c'est avec vous, en fait. C'est une table ronde à 160 personnes. Alors, des réactions. Nous avons donc des invités de plusieurs horizons qui ont eu la gentillesse de se déplacer. Vous pouvez les questionner, faire des ponts avec votre propre domaine, vos propres préoccupations dans les CLI, dans les clins. Il y avait monsieur à la chemise. Est-ce que vous voulez toujours le micro ? Alors vous êtes prioritaire. Bonjour. Alors, bonjour, Joël Guéry, CLI du budget Ionisos. Je voulais réagir surtout à ce qui a été dit précédemment, parce que moi, je représente à la CLI l'association Sortir du nucléaire Bugey, qui a son siège à Loyette, à 4 km du site nucléaire du Bugey, et sur la future commune, la commune qui est censée accueillir peut-être des EPR2, une paire, pour prochainement. Ce que je veux dire aussi, c'est que... Excusez-moi, on est dans quel département ? l'Ain. Merci. Enfin, l'Ain et l'Isère. Je travaille ma géographie. Loyette, c'est l'Ain. Et le site nucléaire du Bugey, c'est à Saint-Vulbas, dans l'Ain, en limite du département de l'Isère. Voilà. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est donc qu'il y a quand même pas que des gens à plus de 20 km qui répondent. Et sur les enquêtes publiques, il se passe aussi des choses qu'on sait que certaines enquêtes publiques, elles sont complètement inutiles. C'est une caution. Ça a été le cas pour les enquêtes publiques pour les 4e visites décennales des réacteurs, entre autres pour Bugey 2, 4 et 5. Enquêtes qui se tiennent après que les travaux soient faits, donc ça n'a plus aucune utilité. C'est juste pour voir si, après la virgule, c'est bon ou pas. Donc notre association a boycotté ces enquêtes. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Après, par rapport aux EPR devant le silence d'EDF et les tractations en sous-main, parce qu'on a connaissance des choses, c'est nous-mêmes qui avons organisé des conférences pour présenter le projet des EPR sur le site du Bugey. À Loyette, on a eu 80 personnes. À Saint-Romain-de-Jalionas, de l'autre côté du Rhône, en Isère, on a eu aussi 80 personnes. On est limité pour faire ces conférences parce qu'on
On y va où on peut avoir des salles gratuites, on n'a pas de gros moyens financiers. Ok. Donc, je veux dire aussi que la participation, elle peut être importante quand il y a des sujets importants et quand on fait de l'information que EDF, qui devrait la faire, ne veut pas faire. EDF ne parlera qu'au moment du débat public qui doit se tenir prochainement. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de militants qui étaient contre, qui sont toujours contre, mais qui ont baissé les bras parce que c'est une telle machine, ils sont passés à autre chose, et il y a effectivement un certain désespoir de la façon dont les choses se passent, et on a un exemple flagrant actuellement avec le déni complet de démocratie de M. Macron, qui a décidé de construire des EPR, que les travaux avancent, et les débats publics et les travaux avancent pour Penly, par exemple, alors que la politique de la France en matière énergétique n'a pas encore été actée. Ça s'appelle ça un déni de démocratie, il faut le savoir. Après, ce que je dirais en complément par rapport au débat actuel... Voilà, par rapport au débat, ça va être... Oui, c'est entre autres justement au que dire pas. Je pense qu'il y a une grosse différence entre des sites chimiques comme Lubrizol, comme le nucléaire. Quand il y a un accident à Lubrizol, on traite le problème sur le secteur. S'il y a un moindre accident semi-grave sur un site nucléaire français, le problème sera totalement différent. Parce que là, la population sera complètement retournée. Tous les gens autour des sites demanderont l'arrêt des sites nucléaires, comme ça a été au Japon, et on se retrouvera dans une pénurie d'électricité. Il faut prendre conscience de ça. Merci. Merci, monsieur. Il y a une question sur la droite de la salle. Ah, monsieur avant. Alors, monsieur, bonjour. Et puis après, madame, vous aurez le micro. Et puis, j'ai les questions également par SMS. Bonjour, monsieur. Bonjour, Kevin Denizet, chargé de mission de la CLI de Golfech. J'ai une question pour madame Hourdin concernant le dispositif Réponse. Quels sont les moyens salariés mobilisés sur un an pour ce dispositif-là et quels sont les coûts globaux sur un an du dispositif Réponse? Merci. Merci de me poser la question. Donc, on a 1,3 équivalent temps plein sur ce dispositif. Et ça, on a un budget de 135 000 euros par an, divisé en 3. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce sont les collèges qui peuvent payer, donc État, collectivités et industriels, qui financent ce dispositif à part égale. Et ça, c'est très, très important. C'est un gage d'indépendance, en fait, du dispositif. Et vous dire aussi que là-dedans, évidemment, ce n'est pas seulement un salaire, c'est aussi beaucoup d'outils de communication. On a quasiment 40 000 euros presque de communication sur ce budget-là. En termes de bénévoles, on a effectivement une partie de bénévoles qui sont des représentants des salariés ou des représentants des associations qui participent au COPIL et aux événements qu'on organise. Le COPIL, c'est environ 8 réunions par an d'une matinée et je dirais 4-5 événements. On est quand même dans l'idée de beaucoup faire sur du temps salarié parce que c'est un projet qui est très exigeant en termes d'investissement et en termes de temps, il faut vraiment avoir du temps à y consacrer et le mieux c'est salarié. 1,3 équivalent temps plein, là, je ne suis pas sûre qu'on arrive à le trouver sur des bénévoles. Merci. Bonjour. Bonjour, Pauline Boyer, je suis membre de la CLI de Gravelines. Je suis salariée de Greenpeace, chargée de campagne sur la transition énergétique et le nucléaire. Et donc là, on parle de susciter l'engagement. Et je voudrais déjà souligner le paradoxe entre l'opacité de la filière nucléaire qui refuse régulièrement de répondre à des questions dont on devrait pouvoir connaître les réponses et le fait d'entrer dans des débats publics, de susciter l'engagement du public. Il faut déjà avoir de la matière pour pouvoir en discuter. Et donc, le débat public sur le projet de construction des 2 EPR à Gravelines a débuté il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Et encore une fois, il débute alors qu'il manque énormément d'informations. Donc, Greenpeace vient de publier un rapport sur
les risques de submersion de la centrale nucléaire de Gravelines et d'inondation, qui ne sont pas vraiment étayés dans le dossier d'EDF pour ce débat public. Et donc, on demande à EDF la justification de ce choix précis de Gravelines par rapport au fait que ce territoire est un polder et déjà une zone qui est exposée au risque de submersion et qu'on sait que le niveau de la mer va monter à cause du dérèglement climatique. Dans notre rapport, on cite les travaux du CEREMA, notamment sur le trait de côte, sur le système d'érosion qui interagit avec le niveau de la mer. Ce sont des termes qui ne sont pas présents dans le dossier d'EDF. Et donc, ce que vous avez exposé m'a interpellée particulièrement parce qu'effectivement, on a l'impression que le monde industriel est vraiment insuffisamment sensibilisé aux risques naturels et que je me pose aussi la question de la sensibilisation ou du manque de sensibilisation des acteurs qui sont responsables de la sûreté nucléaire, puisque sur ces domaines-là, on a posé des questions à l'ASN qui remet à plus tard la prise en compte du contexte climatique actuel, qui devrait pourtant être la base du choix des sites aujourd'hui, qui vont être des sites qui vont abriter des infrastructures qui sont là pour des siècles. Donc quand vous dites on croit qu'on peut y arriver, on croit qu'on peut agir, ça c'est des choses qu'on entend en permanence. Et Antoine Ménager d'EDF disait justement à la première session d'ouverture du débat, je suis convaincu que c'est un beau projet à mener ensemble. Et donc plus loin que le fait d'être convaincu, c'est qu'aujourd'hui, et vous parliez de repères de crues, ces derniers mois, il y a eu des inondations sans précédent sur ce territoire qui portent en lui intrinsèquement le risque d'inondation. Tous les repères sont revus à la hausse. Et donc, parler ensemble des manières différentes d'habiter le territoire, qui sont nécessaires, comme vous le dites, pour prendre en compte les risques naturels, c'est déjà de la part des acteurs du nucléaire de prendre conscience de ces risques, de se former et d'intégrer dès le départ d'un projet ces réflexions. Merci. Merci. Sébastien, vous vouliez répondre pour commencer. Daniel après ? Oui, peut-être plusieurs éléments de réponse. D'abord, pour rentrer peut-être un tout petit peu plus dans le détail, pour indiquer que les éléments que j'ai présentés sont le résultat d'études nationales qui ont été faits dans le cadre du Comité national du trait de côte, sous la présidence de Sophie Panac, et qui sont donc des études nationales avec des valeurs nationales et qui ne peuvent évidemment pas remplacer les études fines locales qui doivent être menées, notamment dans le cadre des communes qui ont été identifiées dans le cadre de la loi climat résilience et qui ont fait l'objet d'un décret de désignation pour conduire ces études. Donc voilà, déjà il y a un décalage, je dirais, entre les travaux nationaux qu'on peut conduire qui ont pour objectif finalement de construire une politique publique d'adaptation au changement climatique. Et il y a aussi des travaux qui sont en ce moment faits par d'autres acteurs sur le modèle économique de l'adaptation au changement climatique. Donc ces travaux, ils ont cette finalité-là, et évidemment, ils ne peuvent pas remplacer les études locales, fines, qui vont prendre en compte la situation fine de chaque site, et notamment la question de quels sont les ouvrages qui existent pour protéger, quel est le statut du trait de côte. Voilà. Donc il y a vraiment deux vocations et je voulais apporter ce point de précision. Le deuxième point, peut-être par rapport à mon commentaire tout à l'heure, il nous semble que finalement il y a un besoin de renforcer la sensibilisation plutôt des TPE, des PME, de l'artisanat. C'est vraiment là qu'il y a un enjeu d'abord de trouver un bon niveau de discours pour sensibiliser ces entreprises qui n'ont pas d'expertise propre. Voilà, on constate, pour ce qui nous concerne, que les grandes entreprises qui ont une expertise propre, qui parfois développent d'ailleurs elles-mêmes une vraie expertise sur la projection du climat et sur le développement de solutions. Je voulais apporter cette précision-là aussi, parce que c'est un vrai sujet. D'ailleurs, les chambres d'artisanat, certaines chambres d'industrie se mobilisent. Mais je dirais que c'est un mouvement qui doit se poursuivre, parce que le risque, il impacte les populations, mais pour ce qui concerne les risques naturels, ça va aussi toucher le tissu d'infrastructure, ça peut aussi toucher le tissu, de l'endroit où vous allez acheter vos aliments, votre eau, votre électricité.
biodiversité et donc les risques naturels, ils impactent aussi finalement le fonctionnement assez profond du territoire. Daniel, vous vouliez intervenir? Oui, je vous en prie, prenez le micro. Oui, peut-être deux petites remarques. Sur l'opacité, côté pouvoir public, et je laisse les exploitants répondre s'ils le souhaitent. Côté pouvoir public, l'idée, en tout cas ce qu'on essaie de progresser au cours de ces dernières années, ça a quand même été de multiplier des exercices de concertation en amont, RP4 900. Alors, je ne parle pas des enquêtes publiques, mais en amont, RP4 900, il y a eu effectivement toute une concertation avec le HCTISN qui a été effectivement menée. On vient de finir RP4 1300. Voilà. Alors, il y a toujours un effet d'insatisfaction parce que effectivement, on pourrait multiplier ou approfondir ces exercices de concertation. Ce que je trouve intéressant ici dans la table ronde et du débat, c'est finalement en multipliant ces exercices de concertation, est-ce qu'on arrive quand même à toucher le grand public? Parce qu'une des questions, c'est pas de multiplier les exercices, encore faut-il que effectivement ces exercices-là permettent une vraie concertation, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet. Les débats publics, on le voit, parfois ça tourne avec toujours les mêmes personnes. Il y a une vraie interrogation sur l'efficacité des dispositifs qu'on met en place. Donc ça, c'était une première chose. Sur Gravelines, et plus particulièrement, puisque l'ASN a été interpellée, je souhaite répondre. Nous, on ne peut pas se prononcer à ASN aujourd'hui sur le dossier. Il y a une concertation. Lorsque le dossier de demande d'autorisation de création sera effectivement déposé, un travail d'instruction va être mené avec effectivement le sujet que vous soulevez, c'est-à-dire la plateforme. Mais pour nous, à ce stade, un des sujets qu'il faudra traiter, c'est l'effet deal. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est comment, en cas d'inondation, on va résoudre les problèmes d'accessibilité, etc. Donc voilà, donc l'ASN ne reporte pas à plus tard, simplement, il y a des temps voilà, dans le dossier. Voilà. Je voudrais avancer dans plusieurs questions. Alors, attendez. Vous voulez la parole? Je vous donne un micro. On vous donne un micro. Vous voulez la parole? Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever? Donc, oui, Yannick Rousselet, des Clis de la Manche. Moi, ce que je voulais dire, malgré tout, c'est que ces éléments-là, on en a besoin pour le débat. Oui. Hein, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous nous dites, d'un point de vue administratif, et je l'entends, nous, ça viendra plus tard. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on nous dit qu'il y a une plateforme à 11 mètres, on dit, mais ils sont où les termes de référence qui va permettre au public, et nous, par délégation, entre guillemets, de pouvoir nourrir cette réflexion sur le risque. On nous dit, elle est à 11 mètres, alors faites-nous confiance. On dit, ok, ben, ils sont où les termes de... Pourquoi 11 mètres? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 9? Mais cela, aujourd'hui, lorsqu'on demande à avoir ces infos-là, on ne les a pas. Et ça pose vraiment un problème du débat démocratique. Comment on peut répondre malgré tout aux questions lorsqu'on les pose au moment du débat. Donc j'entends que vous avez le temps de répondre aux questions techniques derrière, mais là je pense qu'il y a un vrai souci de savoir à quel moment les gens vont pouvoir avoir cette appréciation du risque, puisqu'on nous dit on a choisi un site, puis on discutera après de savoir s'il résiste. Vous comprenez que nous on a besoin d'alimenter cela avant. Maïté, vous vouliez réagir? Pas sur ça, ça sera sur les exercices. Celle d'avant, oui. Ouais. Pour les exercices, on a parlé tout à l'heure que justement, il est mis en place des exercices, et normalement tous les 5 ans, pardon, par l'État et par donc, le CEA pour chez nous. La grosse problématique, c'est que faire un exercice avec la population nous est refusé par les préfectures de notre côté, chez nous. Hein. Donc je ne sais pas si ça existe de partout, puisqu'il y a des endroits dans les clics qui, elles, font des exercices avec la population. Et nous, ça nous est carrément refusé. J'ai même du mal à intégrer mes écoles, donc je les mets d'office. Hein. De toute façon, je prends mes responsabilités en tant qu'élu. Mais ce qui est problématique, c'est que la population n'est pas impliquée. Donc, comment peut-on donner une information à la population quand on lui parle des exercices, quand ils entendent la sirène justement du CEA et qu'ils ne sont pas impliqués?
Certains s'en occupent pas, comme on a dit tout à l'heure, on habite à côté, c'est leur lieu de travail, ils vivent là-bas, donc c'est une habitude depuis 1960. Hein. Mais certains posent la question, donc on a quand même aussi du mal à pouvoir faire notre information et notre communication à cause aussi de ces problématiques. C'était juste une petite aparté sur ce que l'on disait tout à l'heure. Olivier ? Peut-être juste en rebondir que, alors je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer pour toutes les préfectures, d'autant plus que le ministère de l'Intérieur n'est plus représenté, donc je ne vais pas me risquer à parler à sa place. Mais on a essayé de faire participer la population dans des exercices de crise, à des exercices d'évacuation, par exemple. La dernière fois qu'on l'a fait, je crois que c'était sur Paluel, il y avait une personne, un gendarme à la retraite, donc voilà, ou Panly, pardon, voilà, désolé. Mais voilà, donc en fait, c'est les quelques tentatives qui ont été faites dans ce domaine-là ont rarement été fructueuses et on reboucle sur la question de savoir comment est-ce qu'on motive les gens à aller à une réunion, on parle du risque nucléaire, à participer à un exercice de crise, sachant que ça leur demande, voilà, ça prend de leur temps, c'est sur leur temps libre, il y a plein d'autres choses aussi sur lesquelles ils sont sollicités. C'est l'implication personnelle qui n'est pas assez importante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils veulent savoir, mais ils ne veulent pas en même temps. En fait, ça rejoint tout à fait ce qu'on a retrouvé dans l'étude d'ailleurs. Gwenaël, dans les discussions. Excusez-moi, j'en ai vécu une. Alors prenez un micro s'il vous plaît et présentez-vous, monsieur. Merci. L'abominable Michel Guérit qui habite à 6700 C'est votre mètres. prénom, abominable ? L'abominable Michel Guérit qui habite à 6700 mètres de la plus grande poubelle nucléaire du monde, donc je connais un peu le problème. J'ai vécu l'exercice de Nogent-sur-Seine. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire à des parents « ne venez pas chercher vos enfants à l'école ». J'en ai vu passer 108, je les ai enregistrés. Il y avait même des salariés de Nogent-sur-Seine qui m'ont dit « comment voulez-vous qu'on abandonne nos enfants à... » je ne vous dirai pas ce qu'ils ont dit. Voilà. Bon, à ces cons-là, voilà. Okay. Merci. Alors, mais oui, mais chacun veut juste répondre à monsieur ou à madame. Alors, on va vous passer un micro, monsieur. On va vous passer un micro. Vous pouvez passer un micro à monsieur, s'il vous plaît ? Si vous pouvez vous lever et vous présenter, monsieur. Bonjour. Daniel Hérault, Clit-Civo. Je vais parler en tant qu'ancien coordonnateur académique risque majeur. Dans les établissements de France et autour de Nogent comme partout ailleurs, il y a des PPMS qui sont en place avec des directeurs d'école qui font leur travail et qui apprennent aux enfants quelle est la bonne attitude à avoir en cas de risque nucléaire, en cas d'accident nucléaire. Et donc, garder les enfants à l'école, les parents sont informés et ils n'ont pas à se déplacer pour venir courir pour aller les chercher. Ben, c'est... Non, je ferai confiance. Alors en tant que parent, je viens de signer 2 fois dans les 2 écoles le fait que je n'irai pas chercher mon enfant, que je suis bien informé qu'on s'occupe d'eux. Voilà, à côté de Nantes. Gwenaël, vous vous retrouvez là Ça ressemble au débat chez vous ? Oui, complètement. Oui. Ah oui, hein. Et alors, moi, ça m'appelle plusieurs points, en fait. Alors, sur ce que vous disiez, messieurs, dames, là, sur la partie concertation et information, en fait. Alors, la transparence, c'est une évidence, c'est un facteur de confiance. Évidemment. Mais après, en fait, il y a toujours la question du niveau de ce qu'on peut dire. Nous, typiquement, on a été... donc c'est des sites Céveso seuil haut avec des risques industriels... Merci, monsieur. Merci, Olivier. Avec des risques industriels importants. Et typiquement, on peut, à un moment, avec les attentats, ils étaient des cibles. Donc, on ne pouvait pas tout dire non plus. Et du coup, il y a toujours la question du curseur, où est-ce qu'on le positionne pour en dire assez, mais pas trop, etc., etc. Et après, là, on est un territoire qui est assez sollicité pour installer de nouveaux sites industriels. Et effectivement, on fait des concertations préalables. Et c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'études, mais pas tout. Alors, on voudrait le faire avoir plus de résultats d'études, mais si on a plus de résultats d'études, on va dire que c'est ficelé. Voilà, c'est toujours un peu le quadrature du cercle, comment est-ce qu'on va arriver à répondre à ça. Et en fait, un autre point aussi, c'est qu'en fait, la confiance, c'est quoi ? La confiance, c'est dire qu'on va accepter d'être vulnérable par rapport à quelqu'un d'autre. Et accepter d'être vulnérable par rapport à quelqu'un d'autre, c'est
un effort important à faire. Et on comprend que des parents d'élèves ont du mal quelquefois à faire cet effort-là. Et donc dans le risque industriel ou nucléaire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut s'en remettre à un tiers pour dire il va assurer ma sécurité ou celle de mes enfants. Et c'est un peu difficile à avaler quand même. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler en fait. C'est vraiment comment est-ce qu'on va arriver à recréer petit à petit, faire germer cette confiance. Bon, c'est pas facile. J'avance un peu dans les questions sur la tablette qui sont aussi légitimes que les questions dans la salle, puisque c'est vous qui les avez posées. Et puis il y en a, ça fait 30 minutes qu'elles attendent. Alors je me permets, je voudrais en poser quelques-unes si vous voulez, et puis après on peut revenir à une ou deux questions de la salle, sachant que la deuxième table ronde se profile. Enfin bref, c'est un tunnel, c'est merveilleux. Alors, on y va, tac. Dans l'étude qualitative, la perception du risque et sa connaissance est à la baisse dans les populations proches du site. Point. Y a-t-il un lien avec les tempos des différentes campagnes d'information sur l'iode? C'est une question fermée, si vous voyez ce que je veux dire. Maïté. Oui, Maïté, elle se bat toujours contre l'iode pour la distribution des comprimés d'iode. Donc y a-t-il un lien dans la baisse et le... Non, je ne pense pas, absolument pas. Non, parce que pour la distribution d'iode, ils n'ont toujours pas eu l'information, déjà et d'une. Ils s'inquiètent uniquement que ça fait quelques années que les comprimés sont périmés. Comment faut-il faire? C'était Fukushima qui a donné un petit coup de pied à cette distribution des comprimés d'iode, mais certainement pas l'enquête. Gardez le micro. Parmi l'ensemble des médias disponibles pour s'informer, quels sont les médias dans lesquels les riverains d'une centrale nucléaire ont le plus confiance et ceux dans lesquels ils ont le moins confiance? Vous avez eu des échos là-dessus de la part des riverains? Non, je pense pas. Est-ce que tu en as eu, toi? Sur les médias, en tout cas, encore une fois, c'est qualitatif, donc c'est du verbatim, donc ça ne reflète pas forcément l'ensemble de la population, mais c'est vrai que ce qui apparaît, c'est plutôt des sources très, d'informations très rapides qui ne vont pas creuser effectivement l'information. Donc c'est les titres, ça peut être les bulletins effectivement de la municipalité, mais comme il a indiqué, dès que effectivement c'est quelque chose de très long, on abandonne la lecture. Donc c'est ça qui transparaît dans le verbatim de cette étude. Une dernière tablette, j'y reviendrai peut-être après. C'est une question fermée. On parle arbitrairement des publics, mais ne faudrait-il pas, finalement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, différencier les actions suivant public jeune, les actifs, les retraités, les entrepreneurs, adapter les messages à chaque public? Tout le monde est d'accord pour dire que après c'est le budget qui doit suivre pour dispatcher les différentes campagnes de communication. Alors, on revient à la salle. Ah, quelqu'un avait pris le micro, il va falloir patienter, madame, mais vous êtes dans la liste. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, et vous présenter? Oui, bonjour, rebonjour, Florian Guillot, je suis le trésorier de l'ANCLI. Je voudrais revenir sur la base des interventions. Autant que je sache, l'ECLI et l'ANCLI n'ont pas à s'immiscer dans l'organisation des différents événements. Ce que j'ai lu de la loi TSN, c'est que nous sommes chargés de la transparence et de l'information du public. Or, le discours que j'ai entendu de la part de M. Dupré, j'ai sous-entendu, peut-être à tort, mais j'ai sous-entendu que vous intégrez dans votre raisonnement d'information, dans la sensibilisation, vous semblez intégrer l'ECLI et l'ANCLI. Je crois que moi, je suis complètement opposé à ce que l'ANCLI participe à la sensibilisation, que l'ECLI participe à l'information sur les différents problèmes qui peuvent exister du fait du fonctionnement, enfin, de l'existence et du fonctionnement du NB, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne participer à la sensibilisation, ça veut dire que l'ECLI serait partie prenante du programme nucléaire et serait là pour permettre aux gens d'être plus ouverts à cette problématique. Je ne pense pas que ce soit le rôle d'ECLI. Alors, je pense... Olivier, s'il vous plaît, monsieur. Mais chaque intervention, vous criez. Mais les autres personnes, ils lèvent la main. Alors, géographiquement, la question est juste derrière vous. Bonjour, madame. Bonjour.
Camille Delaterre, chargée de mission à la CLI de Gravelines. Et je voulais juste rebondir sur les 2 dernières interventions concernant, en tout cas nous de notre côté, on a la chance d'avoir un triporteur, notamment grâce à l'Ancli, qui nous permet d'aller sur les marchés. Donc on en a fait pas mal cet été. Et ce qui est revenu sur comment les gens aimeraient être informés sur les bons réflexes et puis avoir les informations nécessaires. Il y a pas mal de personnes qui nous ont remonté qu'ils aimeraient bien que ça apparaisse dans les magazines des communes, vous voyez, qui sont publiés. La presse territoriale. Ouais, c'est ça, mensuellement, parce qu'en fait, ils ont l'habitude de la lire, ils ont assez confiance en cette presse-là. Ensuite, sur l'aspect de la CLI, moi, je pense que la sensibilisation, elle a surtout elle est à titre informatif, et que sur un secteur qui a une centrale nucléaire, où nous aussi sur le Dunkerquois on a un gros territoire industriel. Moi je pense que justement les CLI et le SPI, parce que nous on a les 2 casquettes, on est S3PI et CLI, la sensibilisation elle est primordiale pour que les gens ils connaissent les bons réflexes, et ça permet aussi de diminuer justement les craintes et les angoisses quand les gens sachent ce qu'ils doivent faire et où est-ce qu'ils doivent aller chercher l'information. Merci pour ce témoignage. Sébastien, je vous ai coupé la parole pour... je reviens vous vouliez répondre aux propos d'avant. On s'approche de la fin. Hein. Non, mais peut-être juste un mot pour dire que moi, l'objectif, il était de témoigner ce qui se fait dans le monde des risques naturels, et donc plutôt de comment on peut aborder les choses. Et mon message, c'est qu'il faut multiplier les leviers et bien identifier les cibles. Et évidemment, en aucun cas de faire des propositions ou des recommandations sur le domaine qui vous touche aujourd'hui, qui n'est pas le mien, mais c'était plutôt de vous apporter un témoignage de ce qui se fait et qui est peut-être un peu différent de ce que vous avez l'habitude de connaître, mais simplement sans aucune prétention autre que de celle de vous apporter un témoignage extérieur. Allez, je complète. Quel est le budget annuel du SPPI de PACA et le nombre de salariés? Les salariés, vous en avez parlé. Le budget annuel du S3PI? On doit être aux alentours de, je sais pas, 350, un truc comme ça. 350 000 euros. Ok. Merci beaucoup. En fait, ça répond donc là à nos activités au sens large, hein, c'est-à-dire qu'on a réponse d'un côté et de l'autre côté, on a ce qu'on fait en tant que SPI, c'est-à-dire animer des séminaires débats sur des sujets conflictuels, émergents. Voilà. Et justement, Gwenaëlle, qu'est-ce que vous pensez quelqu'un propose de pondérer la vie du grand public sans le critiquer. Ce serait comme pour se soigner, il vaut mieux voir un docteur que son voisin. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Est-ce que est-ce qu'il faut prendre au premier degré les résultats des études qui questionnent le grand public, qu'elles soient qualitatives, quantitatives? Comment faut-il les pondérer? Comment les traitez-vous, vous? Alors, nous, en concertation, on dit que toute la parole est équivalente et on ne peut pas pondérer. Je vous donne un exemple. Sur les concertations préalables que l'on fait là, sur les nouveaux projets industriels, beaucoup râlent en disant « Non, mais lui, il est de Marseille, il n'a pas à s'exprimer sur ce qui se passe à Fos ». Ben en fait, non, parce qu'il peut avoir une expertise et elle peut être profitable à tous. Donc, cette pondération, c'est hors de question. Et il ne faut pas fermer... Ça, c'est une façon de fermer le dialogue et fermer le débat. Moi, j'y suis vraiment fortement opposée parce que c'est pas une bonne chose de se fermer à d'autres. Au contraire. Et en plus, alors juste ma petite morte du jour, c'est que en fait tout tend vers une polarisation comme ça de la société. On le voit, on le dit, on redit, etc. Les réseaux sociaux, etc. Tout tend vers une polarisation. On est avec des algorithmes qui vont nous orienter sur nos axes de recherche. Les jeunes ne s'informent qu'avec TikTok, par exemple. Et donc, du coup, ça, c'est empêcher d'avoir des autres avis, des avis extérieurs. Et une étude a montré très récemment, elle a été publiée, qui dit qu'en fait, à 90%, si on est juste confronté à quelqu'un qui a un avis différent, eh bien, on a plus de tolérance et on baisse cette polarisation. Donc pour la démocratie, alors je vais être lyrique un petit peu, mais pour la démocratie, il faut favoriser ces échanges, même avec des gens qui ont des avis contraires, et les CLI sont là pour ça et c'est fabuleux. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci à vous d'avoir participé à cet échange, à ces présentations, d'avoir répondu encore une fois les questions qui n'ont pas trouvé réponse à cette table sur scène trouveront réponse sur les sites de l'Ancli et de l'ASN.